Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à ELK. On s'intéresse toujours à Elasticsearch dans cette 77e vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu focus sur le sharding avec quelques conseils, vous verrez en fin de vidéo. Donc, l'idée, c'est pas d'être le champion du monde de Elasticsearch, mais c'est d'avoir les notions qu'il faut pour essayer de comprendre un petit peu les éléments de base. Après, il y aura des gens qui vous conseilleront bien mieux que moi sur la manière de gérer tout ça beaucoup plus finement. Mais en tout cas, là, c'est les éléments essentiels à retenir du sharding, à mon sens. Donc le sharding, je vous l'ai déjà expliqué, c'est la capacité de distribuer les datas sur le cluster. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Il faut visualiser ça en tête. Vous avez des nœuds, vous avez un index, vous explosez l'index en morceaux et vous cherchez à placer ces cubes un petit peu à droite à gauche sur le cluster de manière à les répartir le plus possible. Ça, c'est le principe de base. Un shard, un shard, c'est composé d'un shard primaire et de X réplicas, de 1 à X réplicas, ou même 0 réplica éventuellement. Ça n'aurait pas vraiment de sens de faire 0 réplica. Donc un shard, c'est un primaire et des réplicas. Un index est composé de 1 à plusieurs shards. On l'a vu lors de la vidéo précédente, on avait 3 shards, donc on a explosé notre index en 3. Ça a permis de répartir sur chaque nœud, puisqu'on a un cluster de 3 nœuds, sur chaque nœud, un shard primaire, et puis les réplicas ensuite sont distribués également sur les autres nœuds. L'idée, voilà, c'est on a un shard primaire, bien sûr on n'a pas le réplica qui va avec ce shard primaire sur le même nœud, il va aller se positionner sur un autre nœud. Ça, c'est pour la résilience. On a bien sûr un à plusieurs shards par nœud, ça c'est nécessaire, c'est le principe de fonctionnement. Les shards donc, sont positionnés sur les nœuds de type data. Alors nous, on a vu dans le cluster qu'on a monté au tout début, notre cluster est composé de 3 nœuds, des nœuds qui sont à la fois master, data, client. Mais on a 3 rôles et on peut dissocier les 3 rôles autant qu'on le souhaite. C'est-à-dire qu'on peut avoir des nœuds uniquement data, uniquement client et uniquement master. Et puis on peut regrouper, associer ces éléments-là. Donc les shards sont distribués sur ces nœuds-là à minima, donc voilà, parce qu'on peut les associer à d'autres. Donc la configuration du sharding se fait uniquement à la création. Donc pour le nombre de shards se fait uniquement à la création de l'index. Ou plus généralement aux settings du cluster au tout début. Ensuite, on ne peut pas réajuster les choses sans faire de ce qu'on appelle une réindexation, donc ça consomme de la ressource, etc. Donc c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire souvent. Et donc ce resharding, ça équivaut à une réindexation, ça veut dire à recalculer un index, ce qui demande plutôt pas mal de ressources. Donc il faut bien penser au moment de la création de son index au sharding qui correspond. Et vous allez voir ensuite, donc il y a quelques petites astuces justement pour éviter de se prendre les pieds un petit peu dans ce principe-là. Au contraire de la réplication, la réplication, donc le nombre de réplicas, donc quand on parle de nombre de shards, on est sur le nombre de shards sur l'intégralité du cluster. Quand on parle de nombre de réplicas, c'est le nombre de réplicas par shard. Donc si on dit nombre de réplicas vaut 2, et bien à ce moment-là, on aura un shard qui sera composé d'un primaire et de 2 réplicas. Ça fera 3 éléments. Ça, c'est important aussi de l'avoir en tête. Alors, un exemple. Première chose, déjà ça veut dire une chose importante, c'est que le nombre de shards doit être à minima cohérent avec la taille de votre cluster. Exemple, si j'ai un cluster de 3 nœuds et que j'ai un index sur lequel je n'ai qu'un seul shard et que j'indique que je veux un réplica par shard, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai deux éléments à poser. Un primaire et un réplica. Or, j'ai 3 nœuds. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir un nœud 1 qui va avoir, vous voyez ici, le primaire, le shard 1, donc le primaire 1. Et puis le nœud 2, bon après c'est un exemple, hein, ça pourrait être distribué autrement, mais le nœud 2, lui, va avoir le réplica. Et puis le nœud 3, lui, finalement, il va regarder les autres bosser, il va rien faire, puisqu'en fait, il n'a rien à stocker, il n'a pas de shard. Donc c'est très important de se dire, voilà, j'ai un cluster qui va représenter X nœuds, j'essaye d'anticiper également ce qui va se passer, donc peut-être que finalement je vais avoir beaucoup de data, je vais avoir beaucoup de nœuds, et du coup je vais avoir besoin de splitter d'autant plus mon index en nombre de shards pour pouvoir le distribuer le plus possible.
Donc avoir un nombre de shards assez intéressant, c'est quoi, assez important, c'est quand même intéressant. Il ne faut pas en avoir trop, on va le dire pourquoi après, vous allez voir, mais il faut en avoir quand même quelques-uns de manière à pouvoir anticiper le fait que notre cluster va évoluer. Alors, le principe de fonctionnement, si on a un nombre de nœuds qui augmente, qu'est-ce qui se passe? On a 2 nœuds, on va dire. On a un index composé de 3 shards, donc avec 3 primaires, 3 réplicas. Donc la distribution, elle pourrait être celle-ci. Donc un nœud 1 avec un primaire 1, un primaire 2 et le réplica du 3. Et puis un nœud 2 avec le réplica du 1, du coup, le réplica du 2 et le primaire du 3. Si je rajoute un nœud, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il peut se passer la chose suivante, c'est que je vais conserver le primaire 1 sur le nœud 1, je vais conserver le primaire 3 sur le nœud 2, et puis mon nœud 3, lui, il va pouvoir accepter un primaire. Hein. L'idée, c'est de distribuer tous les primaires le plus possible sur le cluster, de manière équitable, et du coup, on se retrouve avec un primaire 2 qui va arriver sur le nœud 3. Ensuite, les réplicas, eux, ils vont se distribuer pour faire en sorte qu'on n'ait pas le même réplica que le primaire qui est sur le même nœud, tout simplement. Alors, derrière, ça a des conséquences, tout ça. Qui dit gros index, avec peu de shards, dit des shards de forte volumétrie, donc de grosses briques. Alors, facile à identifier, ça peut être sympa quand on va se dire, tiens, ok, moi je sais que mes datas, elles sont à cet endroit-là, elles sont pas à cet endroit-là, etc. Ok, les datas importantes. Certes, par contre, ça pose des forts problèmes d'affectation. En gros, si vos briques sont trop importantes, c'est le principe du jeu du Lego, quand vous cherchez à ranger des cubes, à tout remettre dans une boîte. Si les cubes sont trop gros, plus les cubes sont gros et plus c'est difficile de tout mettre dans la même boîte. Et vous vous retrouvez à devoir affecter ça ailleurs. Donc c'est exactement le même principe. Donc préférez plutôt les petits index. Donc ça, la solution, on va dire un petit peu qu'on retrouve très classiquement, c'est de créer par exemple pour les logs un index par jour. C'est pas coûteux. L'avantage de créer un index par jour, c'est que déjà l'index va être plus petit, donc par effet de répercussion, les shards vont être aussi bien sûr plus petits et donc ça va être plus facile à affecter. Donc ça, c'est une première chose. Et l'autre avantage, c'est quoi? Si vos index augmentent de taille avec le temps, donc je sais pas, vous avez commencé à 10 Go et puis finalement vous vous retrouvez avec des index à 100 Go par jour, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir, comme ce sont des index, et je vous rappelle que le nombre de shards est seté à la création d'un index, mais à ce moment-là, au fur et à mesure des jours, vous allez pouvoir ajouter des shards tout simplement à votre index, lors de la création de l'index, à chaque début de journée. Et du coup, ça va vous permettre de suivre avec le temps l'évolution de votre volumétrie beaucoup plus facilement. Et surtout, bien garder ça en tête, c'est le principe du Lego. Donc on essaye de tout mettre dans une même boîte. Plus c'est fin, plus c'est facile à faire. Alors ça ne veut pas dire non plus qu'il faut avoir trop de shards et trop d'index. Sinon, là, vous allez aussi tomber dans l'extrême opposé, qui n'est pas que vous allez avoir des problèmes de répartition de vos datas. Ça, vous allez pouvoir bien sûr très facilement les répartir. Ça ne pose pas de souci. Par contre, un shard, c'est plus de consommation et de ressources. Un index, c'est plus de consommation et de ressources. L'inconvénient donc d'avoir trop de shards, c'est que quand on va faire une requête, Elasticsearch, lui, au niveau de son moteur, va splitter cette requête en morceaux pour pouvoir l'affecter, la travailler au niveau de chaque shard. Et du coup, ça va consommer d'autant plus de ressources. Donc là, je vous ai remis un petit peu le passage. Un shard, donc là, attention à ne pas mélanger les équivalences. Un shard Elasticsearch, ça représente un index Lucene, donc Lucene qui est le moteur central d'Elasticsearch sur lequel il repose pour pouvoir faire son travail de requêting. Et donc ce que dit la documentation dit que un index Lucene, ça consomme de la mémoire, du CPU, donc voilà, et des fichiers. Trop de shards sur un même nœud, donc ça équivaut à quoi? À demander à demander beaucoup de choses en même temps, puisqu'en fait du coup on va splitter notre requête, mais néanmoins notre requête elle va être entre guillemets interprétée au niveau de chaque shard, utilisée au niveau de chaque shard, et du coup de paralléliser. Alors ça c'est bien, mais si on en a trop, du coup notre hardware il va être complètement étouffé en termes de CPU, en termes de mémoire, il ne pourra pas fournir la ressource nécessaire. Alors il y a quelques chiffres qui traînent un peu. L'extrême à éviter, c'est des shards supérieurs à 50 Go, donc être plutôt inférieur à 50 Go, être plutôt autour des 25 Go le shard. Je ne parle pas de l'index, on parle bien du shard.
Et puis, pour que ce soit facile, ça reste manipulable, évitez que un shard dépasse 40% de la taille du nœud, voire plutôt 30%, parce que sinon vous allez avoir des problèmes quand vous allez vouloir le déplacer, le ramener sur un autre nœud. Vous n'allez pas pouvoir faire une sorte de jeu de chaise musicale, quoi, en fait, pour pouvoir placer l'un et déplacer un autre, etc. Alors, quelques commandes à connaître. Donc là, on les a à côté. Hop, ici, j'ai le cluster. Donc, première chose, le stat, donc le cluster stat pretty, qui lui va permettre d'avoir des informations génériques, des statistiques, comme son nom l'indique, sur tout le cluster. Donc ça, c'est assez sympa. Vous allez avoir bien sûr le nombre de shards, le nombre de réplicas, etc. Vous allez avoir quel type, voilà, les mappings, quel type d'élément est utilisé, combien de fois, etc. Quels index l'utilisent, combien d'index utilisent ce type d'élément. L'utilisation de la mémoire. Qu'est-ce qu'on a d'autres? Donc les primaires, le nombre de primaires, de réplicas, les votes, alors ça c'est un autre aspect. Et puis on a le type de fonction, on va dire, qui est utilisé. Donc les grocs, les gsub, les rename. Ça on les a vus notamment quand on a fait du logstash, mais ça représente exactement le même principe. C'est le nombre de fois où on a utilisé des process un petit peu avancés qui consomment également de la ressource. On peut faire cette même requête en lui rajoutant ici /node/ le nom d'un nœud. Donc moi j'ai Xavki 1, 2, 3. Donc là j'ai les éléments ensuite par nœud. Donc ça peut être intéressant aussi de comparer les nœuds les uns avec les autres pour voir un petit peu si c'est réparti de manière homogène. Ensuite, bien sûr, on l'a déjà vu, la liste des index. Mais dans cette liste des index, hop, on retrouve donc nos index, l'ID des index, dans quel état ils sont, s'ils sont green, s'ils sont open ou pas. Donc open, on le verra plus tard, mais ça permet, donc on l'a vu au moment des sauvegardes restauration, pour sauvegarder, il faut que, pour restaurer, il faut qu'un index soit ouvert. Et donc du coup, voilà, on a le statut. Vous avez également ici le nombre de shards dans la première colonne là, le nombre de réplicas par shard dans la deuxième colonne, le nombre de documents et le nombre de documents délétés, je crois, les tailles également du principal et des réplicas. Et puis on a également, le cat shards. Donc là on a plus le détail. Alors quand on a des gros index, ça va pas apporter beaucoup de choses. Si ça permet quand même d'identifier la taille des shards et de voir les plus volumétriques, les plus volumineux, pardon. Donc on a les tailles ici, on sait sur quel nœud ils sont positionnés, on a les numéros, les identifiants des nœuds, les numéros des nœuds dans le cluster, et le fait si ces shards sont primaires ou des réplicas, et leur statut. Voilà, donc là on est dans des statuts started, mais si on avait un cluster qui serait un petit peu vivant parce qu'on a perdu un nœud, etc., on peut avoir des shards en unattended ou ce genre de choses. Voilà, je pense que oui, on a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a éclairci un petit peu les idées sur le sharding. Donc les quelques petits conseils, les petits éléments à mettre en œuvre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.